Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Diavel de 2015. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire de la route en plein automne, je peux vous présenter cette Ducati Diavel. Merci encore à lui. Donc si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous m'avez déjà vu tester des motos qui ont le même nom, mais des motos plus récentes. J'avais testé la Diavel 1260S et j'ai aussi testé la Diavel V4, qui est d'ailleurs toujours en production. Donc là on est sur un modèle plus ancien. C'est pas exactement la toute première, parce que les premières Diavel ont été commercialisées en 2011. Là, on a la même moto qu'en 2011, mais en phase 2. Donc là, c'est un modèle de 2015. Et en plus, vous voyez qu'on est sur un coloris noir mat. C'est la finition Dark. Pour ceux qui découvriraient ce modèle, sachez que la Diavel, c'est un power cruiser... comment dire, à l'italienne. C'est-à-dire que d'habitude un power cruiser c'est une machine puissante mais avec une partie cycle plutôt basse, plutôt longue et souvent des motos avec des très grosses cylindrées et aussi très lourdes. Là les Italiens ont voulu prendre des parts de marché dans ce segment mais en gardant un vrai côté sport. Donc on a une moto à peu près comparable à ses concurrentes au niveau de l'esthétique. C'est une moto assez basse, assez longue, mais par contre elle est beaucoup plus légère que ses concurrentes directes. Concernant la motorisation, on a un moteur de sportive en fait. C'est un bicylindre en V ou en L et ce moteur donc à injection refroidissement liquide est dérivé du moteur de la sportive 1198. Donc ce moteur fait 1198 cm3 et alors que la sportive développait 170 chevaux, là ça a été retravaillé pour être plus cool, on va dire. On n'a plus que 162 chevaux, ce qui est déjà totalement dingue pour une moto de ce genre. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle est très légère dans sa catégorie. Elle ne pèse que 239 kg tout plein fait, donc avec 17 litres dans le réservoir. Et en plus, aujourd'hui, elle a été un peu accessoirisée directement à l'époque. Et donc, elle doit faire 3 ou 4 kg de moins. Ce qui justifie cette réduction de poids, c'est déjà la ligne d'échappement, avec aussi les deux silencieux Terminoni. Et on a également les jantes qui sont les modèles allégés de l'époque. Donc là on est vraiment sur une machine très bien équipée. Vous pouvez voir également sur la moto pour la finition quelques pièces du catalogue Ducati Performance. Mais là ça n'apporte rien en termes techniques, c'est purement de l'esthétique. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un power cruiser, donc une machine assez basse. Et ça c'est vraiment ce que j'adore sur cette moto. On peut mettre les pieds facilement au sol, même si comme moi vous êtes petit. Moi je mesure 1,70 m et j'arrive à mettre les deux pieds totalement à plat lorsque je dois m'arrêter. C'est un bonheur. La moto est un peu longue, donc ça nécessite néanmoins que je me penche légèrement pour choper le guidon. Guidon qui est très large, un tout petit peu recourbé vers le pilote, et les repose-pieds ne sont pas comme sur d'autres cruisers totalement vers l'avant. Là ils sont juste un tout petit peu vers l'avant. Je dirais que c'est plus comparable à ce qu'on aurait sur un Sportster. Et finalement on est à mi-chemin entre un power cruiser et un roadster avec cette machine. C'est vraiment assez facile à prendre en main. Par contre, la sonorité de l'échappement est omniprésente, on l'entend tout le temps. Alors, premier rond-point. Bon, ce pneu de 240 ne pose pas de problème au maniement. La position permet de bien prendre les infos autour de nous et ça sans lâcher le guidon. On se sent à l'aise sur cette machine. Le seul détail pour que la moto soit parfaitement en accord avec ma taille, ce serait que le guidon soit un tout petit peu plus proche. Comme ça, je pourrais être quasiment droit.
Et j'avoue que j'avais le même sentiment lorsque j'ai testé il y a quelques temps la Diavel 1260. Bon, sinon, pour prendre les infos, on a également les rétroviseurs. Vous voyez qu'ils sont pris directement sur le guidon. Ils sont suffisamment sur l'extérieur, donc on voit plutôt bien. J'ai qu'environ 15% de chaque miroir qui est pris par mes bras. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. La moto est équipée de toute la ligne d'échappement Terminoni. Franchement, ça apporte aussi bien en esthétique qu'en technique, car la moto est donc maintenant plus légère avec cette ligne, et elle est aussi théoriquement un petit peu plus puissante, vu que cette ligne imposait de mettre une cartographie adaptée à celle-ci. Donc il n'est pas improbable qu'on ait un ou deux chevals de plus par rapport à ce qui est annoncé sur la fiche technique, c'est-à-dire 162. Bon, et pour l'instant, en restant à 50 km/h, le bruit de l'échappement est tolérable, c'est pas trop fort, mais dès que j'essaie d'accélérer, là, on entend bien la mécanique. Alors, nous voilà sortis de l'agglomération, j'accélère un petit peu. Ouais, c'est vraiment un comportement assez atypique pour un power cruiser. Bien qu'on soit avec un bicylindre, eh bien celui-ci prend pas mal de tours. On sent que pour avoir le maximum de perf, il faut pas hésiter à taper dedans. Mais les perfs sont présentes, ça je peux vous l'assurer. Et ce qui peut sembler surprenant également, c'est qu'il n'y a aucune protection devant moi, vous le voyez, mais j'ai pas non plus un flux d'air délirant pour l'instant. Je suis pas vraiment gêné. Ce sera à confirmer tout à l'heure sur l'autoroute. Nous arrivons maintenant sur le passage à basse vitesse, donc là je suis en deuxième, à bas régime. Ça se manœuvre bien. Je suis descendu à un petit peu moins de 2000 tours, franchement. C'est quand même assez souple si on reste sur un filet de gaz. Après, bien sûr, hein, vu la longueur de la moto et son pneu arrière d'une taille impressionnante, c'est bien sûr pas aussi manœuvrable qu'un Monster ou qu'un Street Fighter, hein, vous l'aurez compris. Mais franchement, c'est quand même surprenant, c'est très très bon. Donc les amis, on est ici comme d'habitude pour tester l'accélération de cette moto. C'est une machine qui était déjà bardée d'électronique il y a une dizaine d'années. On a plusieurs modes d'injection. On a un mode pluie, on a un mode... Alors non, je me suis trompé dans les noms. On a un mode urban que j'utilisais jusqu'alors, donc il peut être considéré comme un mode pluie. Ensuite, on a le mode touring, qui est donc le mode normal, et le mode sport qui donne le maximum de puissance. Donc là pour l'instant j'utilisais le mode urban, c'était tranquille, il n'y avait rien à dire. Donc aujourd'hui ce que je vais faire une première fois l'accélération ici en mode touring, et ensuite je referai dans l'autre sens en mode sport. Donc là si je me fie à ce qui est indiqué sur l'écran, que je sois en mode touring ou urban, j'ai à peu près la même puissance. Ah non, là je suis toujours en urban, j'ai mal sélectionné, donc là j'ai la puissance urban, on est à 100 chevaux. Si je me mets en touring maintenant, en touring on est à 162 chevaux, mais c'est écrit low. Donc low, ça doit être la façon dont c'est délivré. Je pense que on a une progressivité dans l'accélération. Et si je change maintenant en sport, 162 également, mais high. Donc là, on doit vraiment avoir tout à fond. Donc je recommence. Je me remets en touring. Donc la puissance est identique, mais en low. On a bien sûr sur cette machine un traction control, on a l'ABS, on a quasiment tout. Hein. C'est déjà une machine haut de gamme et très équipée au niveau de l'électronique. Il n'y a pas de shifter par contre, et je crois que ce n'était même pas disponible en option à l'époque. Allez, c'est parti. Première accélération, donc en touring, 162 chevaux. Let's go.
Alors déjà, le fait d'avoir changé de mode d'injection, ça change tout de suite comment dire, la sonorité de l'échappement. Allez, c'est parti. Eh bien les amis, c'est un dragster. J'ai même pas osé accélérer à fond alors que je suis sur le mode touring. Franchement, ça arrache les bras. Faut avoir un peu d'expérience pour maîtriser totalement ce genre de machine, je peux vous l'assurer. Allez, je m'arrête. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Ça c'est génial. On va faire un demi-tour, on va vérifier comment ça braque. Donc comme d'habitude, je laisse la moto droite pour vérifier juste l'angle mécanique. Ouais, non, là, s'il y avait eu un trottoir, clairement, j'aurais tapé dedans. J'aurais été obligé de remanœuvrer. Allez, je m'arrête. Je change de mode. On va essayer le mode sport. Hein. Donc voyons si je constate une différence notable de performance ou de sensation. Et ensuite, on va bien sûr tester le freinage. Allez, c'est parti. Et on va essayer quand même de rester en vie. Hein. Oh, cette sonorité est complètement dingue. Ouais, je peux vous assurer que ça marche mieux en mode sport. Oh putain. Allez, frein arrière, ça freine déjà bien. Frein avant, le frein avant est une dinguerie. On retrouve bien sûr du matériel de chez Brembo. C'est un double disque avec des étriers M50 à l'avant. Ça marche super fort. Et ouais, le mode sport, il est vraiment plus rageur et il offre vraiment un comportement assez différent à la moto. Là, on a vraiment l'impression d'être sur un truc complètement fou. C'était déjà très performant sur le mode touring, mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Par contre, le mode urbain, ou on peut appeler ça le mode pluie aussi, hein, qui est limité à 100 chevaux, la moto est vraiment beaucoup plus calme lorsque vous êtes sur ce mode. Je pense vraiment que si vous voulez rouler tranquillement, sans faire trop de bruit et en économisant un peu de carburant, le mode urbain est très certainement le meilleur. Après, pour les perfs, vous l'avez compris, mode sport. Donc je vous ai parlé des freins, mais j'ai oublié de vous parler des leviers. Donc vous voyez que c'est également du matériel de chez Brembo, aussi bien au niveau du frein avant que de l'embrayage. Et les deux sont réglables en écartement. Il n'y a pas de problème d'ergonomie. Un petit rond-point, prise d'info, et je réaccélère. Oh là là. Ça faisait longtemps que je m'étais pas marré comme ça. Pouh. On a la cylindrée, donc on a le couple, on a la puissance parce que ça prend beaucoup de tours. C'est vraiment le meilleur des deux mondes sur ce genre de machine. On a le côté, comment dire, agréable d'un cruiser au niveau de l'ergonomie, et en même temps on a la puissance d'une sportive et la légèreté d'un roadster. Franchement, c'est un très bon compromis cette Diavel. Concernant les commodos, on retrouve à peu près les mêmes que sur un Street Fighter de la même époque. Ce sont des commodos assez petits. Sur la gauche, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage. On a également quelques boutons qui permettent de naviguer dans les quelques menus du tableau de bord. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour les feux de détresse. Ça, c'est dommage. Ensuite, sur ce modèle, une de ses caractéristiques qui la distingue du reste des autres motos de la même époque, c'est qu'on a deux écrans. Un premier monochrome qui vous dit la vitesse, ça vous donne une horloge. On a également la température du liquide de refroidissement, le contour. Et en dessous, sur le réservoir, on a un petit écran qui lui est couleur. Vous avez votre kilométrage, le rapport engagé, le mode, la puissance, la conso instantanée et moyenne. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que ce petit écran est vraiment très bas. Donc pour le voir, il faut baisser absolument les yeux. Me voilà de nouveau en centre-ville et je suis resté sur le mode sport. Et franchement, en restant raisonnable,
il n'y a aucun problème, on peut rouler même en mode sport, en ville, c'est pas incontrôlable ou déstabilisant, il n'y a vraiment pas de problème. Ici je vais essayer de faire un test de souplesse, donc je suis à peine à 2000 tours, ça reprend, par contre je sens déjà que je suis à la limite. Mais 2000 tours pour un gros bicylindre en V de ce genre, c'est déjà pas mal. Là je suis même descendu à 1800 tours, et là ça commence à cogner. Et si je suis sur un filet de gaz, ça reprend. Mais dès que vous êtes au-dessus de 2000 tours, ça reprend super bien. En plus cette moto est assez vive, hein. Elle se penche sans difficulté. Finalement, même si son gabarit semble un peu gros, c'est une machine beaucoup plus manœuvrable et beaucoup plus facile à prendre en main que ce qu'on peut imaginer. Ici, nous arrivons d'ailleurs dans un autre passage à basse vitesse. Je suis redescendu en première. Ah, ça vibre, ça cogne. Le problème avec ce tempérament de ce moteur, c'est que ça donne tout de suite envie de faire n'importe quoi. On a du mal à s'empêcher à accélérer bêtement. On est sur une machine à sensation, ça c'est une certitude. Là vous voyez que je sors de l'agglomération, je suis en troisième à 50 et en forte pente, j'accélère fort, je suis à 3000 tours. Et tout de suite ça prend des tours. Et on a des performances instantanément. C'est vraiment ce qui est génial. Contrairement à des machines plus récentes, peut-être encore plus pointues, qui demandent à être très haut dans les roues, dans les tours pour avoir des sensations, là vous avez des sensations tout le temps. Et ça ne s'arrête pas, c'est là la grosse différence, c'est que vous pouvez monter à 9000, ça marche aussi toujours super bien. Allez, je redescends à 30 km/h, je prends ce petit dodane. Alors c'est extrêmement ferme. Sur cette moto, vous voyez qu'on a devant une fourche inversée d'un très gros diamètre. Elles sont réglables, il y a des petites vis de réglage rapide d'ailleurs. Et à l'arrière, on a une suspension qui est assez difficile à voir. Elle est tout en bas et vous avez sur le côté une petite molette de réglage rapide également. Et franchement, tout est au top, hein. Là, moi je suis lourd, je pèse 100 kg et il n'y a pas de difficulté, hein. La moto est ferme sur ses appuis. De nouveau, on a plus un comportement sport que touring balade, hein. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Il faut juste que je me méfie, il peut y avoir des feuilles. Et je suis toujours en mode sport. Allez, c'est parti. Franchement, les freins et les suspensions donnent vraiment plus l'impression d'être sur un roadster sport que sur un cruiser. Il y a juste la partie cycle avec cette roue énorme qui, comment dire, empêche un peu plus de prendre de l'angle. Ça le fait quand même, mais il faut insister un peu plus avec les commandes. C'est la seule grosse différence. Les perfs, elles, sont complètement dingues. J'ose même pas accélérer au maximum. C'est une folie. Et les freins sont tout aussi fous que le moteur. Ça s'accorde parfaitement bien. Finalement, cette moto me rappelle énormément la Street Fighter 1098 d'à peu près la même époque, qui est toujours dans mon top 10 des meilleures motos que j'ai pu tester. Là, on a une position très différente, mais en termes de sensation, c'est quelque chose d'approchant. Après, pour la comparer de nouveau à un Power Cruiser d'à peu près la même époque, souvenez-vous, j'avais testé une Harley Davidson V-Rod que j'avais adoré. Et bien là, on retrouve un tempérament un peu dans le même genre, mais avec au moins 50 kg de moins et 30 ou 40 chevaux de plus. Ah, ici je redescends mes rapports. La boîte fonctionne bien, mais elle est un petit peu rêche, si je peux dire. Ah, vous avez intérêt d'être rapide sur vos contrôles, hein, avec cette machine, parce que les accélérations vous catapultent d'un angle à l'autre.
c'est vraiment beaucoup plus performant que ce qu'on peut croire quand on voit le gabarit de la moto. Parfois avec quelques pétarades à l'échappement. C'est pas une machine qui laisse indifférent, hein. Ni son pilote, ni ceux qui sont autour. Nous allons maintenant arriver sur l'autoroute. Je suis toujours en mode sport. La prise d'info ne pose pas de problème. Je m'engage sans difficulté et j'accélère pas. Voilà, c'est vraiment un missile. Allez, je me colle en 6ème, histoire de me calmer un peu, me stabiliser. Donc à 120 en 6ème, je suis à environ 4000 tours. Et de nouveau, j'ai pas tant d'air que ça qui arrive sur moi. Mes jambes sont un petit peu protégées par le réservoir. J'en ai par contre sur les mollets, bien évidemment. Et c'est plutôt agréable. Pour l'instant, j'ai pas trop de chaleur, mais bon, aujourd'hui il fait pas super chaud, il doit faire 15 degrés. Ça reste tout à fait tolérable. Je pense juste qu'avec un casque bien insonorisé, il n'y a pas réellement de problème pour faire de longs trajets avec ce genre de moto. Donc pour revenir sur l'esthétique, déjà à l'époque, Ducati sur cette machine avait mis un éclairage full LED. Vous voyez donc on retrouve le feu qui est un peu l'emblème de la moto, hein, un feu avec une forme pas tout à fait ronde. Ensuite on a les clignotants devant qui sont dans les écopes de carénage, je trouve ça très joli. Et derrière pareil on a les clignotants sur les bords du carénage, un arrière assez fin. Et tout est à LED, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a une option sur cette moto dont j'ai oublié de vous parler, la selle. Il s'agit d'une selle confort. Et franchement, pour l'instant, je n'ai absolument aucun reproche à lui faire. Vous voyez que d'ailleurs, celle-ci est très creusée pour le pilote, ce qui fait qu'on peut mettre les jambes au sol très très facilement. Et en plus, vu que c'est quand même un petit dragster, eh bien lors des fortes accélérations, on est retenu par la selle qui fait office de dossier. Franchement, j'aime beaucoup cette selle. Nous allons maintenant faire une dernière accélération. Je suis en 3ème en mode sport. La dinguerie. C'est vraiment hallucinant en fait avec cette moto. On a déjà une puissance et des performances dingues à bas régime, et plus vous montez à haut régime, plus ça marche jusqu'à son pic vers 9000 tours. Franchement, très bon moteur. De toute façon, il n'y avait aucune raison que je doute de la performance d'un moteur de 1198. Donc au niveau des perfs, hein, vraiment rien à dire. Même au niveau de la facilité d'utilisation, c'est finalement beaucoup plus simple que ce que vous pourriez croire. C'est une très bonne machine. De toute façon, j'avais déjà vraiment apprécié les deux autres Diavel, les 1260 et V4. Bah, celle-ci ne fait pas exception, hein. Ça a toujours été une bonne moto, la Diavel, hein. Après, c'est vrai que esthétiquement, bah, là, faut aimer, hein. C'est peut-être le point le plus clivant sur ce modèle. Maintenant, parlons un peu des quelques aspects pratiques de cette moto. Bon, ça va être vite fait. Globalement, il n'y en a pas. Vous pouvez démonter la selle, mais c'est juste pour déployer la poignée qui peut servir aux passagers à se maintenir. Mais franchement, vu les accélérations de la moto, je conseillerais plutôt à la personne de se tenir au pilote. La consommation, comme sur beaucoup de power cruisers, est assez élevée, surtout si on considère avec nos standards actuels. Donc le propriétaire me disait tourner au minimum à un peu plus de 7 litres et en moyenne à environ 10 litres. Donc vu que le réservoir, lui, n'a une contenance que de 17 litres, bah, vous l'avez compris, environ toutes les 150 km, si vous faites vraiment l'imbécile, bah, on passe à la pompe. Mais de nouveau, ça ne me surprend pas, hein. Si vous avez vu mon test, par exemple, de la
Yamaha VMAX 1700 de la même époque, sa consommation était du même genre. Donc finalement, que retenir de cette Diavel de 2015? Bah, personnellement, je trouve que esthétiquement, elle est toujours aussi sympa si vous aimez ce style de moto. Les Diavel, au fil du temps, ont gardé quand même une identité stylistique assez forte. En termes de performance, bah, c'est toujours du très haut niveau, hein. 162 chevaux, peut-être même quelques-uns de plus avec cette ligne d'échappement. Même comparé à une V4 actuelle qui en fait un peu plus de 170, c'est du très lourd, du très performant. Il n'y a pas besoin d'une machine plus performante que ça, il faut l'avouer. Après, à l'époque, c'était déjà une moto relativement chère, elle coûtait un peu moins de 20 000 €. Sur le marché de l'occasion, vous pouvez trouver un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc il y a une dizaine d'années, en bon état avec quelques options, ça vaut entre 10 et 12 000. Après, vous pouvez en trouver des moins chers, mais ce sera des modèles un petit peu plus anciens, des phases 1. Et après, bien sûr, plus vous allez vers des modèles récents, plus vous aurez de performance et d'électronique, et plus ce sera cher. Au niveau de l'entretien, les Diavel ont toujours été des machines assez coûteuses, tout simplement car l'accessibilité au moteur est assez mauvaise, ça demande beaucoup de main d'œuvre. Après, au niveau fiabilité, j'ai pas entendu de gros problèmes. Donc d'ailleurs, si parmi vous il y en a qui ont eu cette moto, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des problèmes, si oui lesquels. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je pense maintenant, les amis, avoir fait le tour des caractéristiques de cette Diavel de 2015. Si vous avez des questions, je le redis, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'avoir fait la route pour venir jusqu'ici en Normandie, dans la région de Rouen, afin que je puisse vous présenter ce modèle. C'était super sympa de sa part. Je précise d'ailleurs que sur ma chaîne, je ne teste pas que des motos récentes. Je teste aussi des Youngtimer, des machines parfois même très anciennes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un véhicule que vous voudriez que je teste. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. Ve à tous! Finalement, le seul vrai reproche que je pourrais trouver à cette moto, c'est que déjà à l'époque, il y avait assez peu de coloris. On l'a eu bien sûr en rouge, en noir comme j'ai eu aujourd'hui. Il y a eu aussi 2-3 éditions limitées, mais finalement, il y a assez peu de coloris sur cette gamme de Diavel.